Bien, dans la vidéo précédente, je vous ai introduit une notion qu'on a appelée l'ex-formation. Elle a été introduite par M. Thor Nordstrander, qui était un journaliste scientifique suédois. Et je trouve cette notion très intéressante parce qu'elle montre que la communication est à double vitesse. Il y a la chose physique que vous transmettez, qui est donc une toute petite quantité d'informations que lorsqu'on la mesure en bits, et vous avez ce qu'on appelle la profondeur logique de cette information transmise, qui correspond à de l'ex-formation non transmise et qui, elle, s'exprime en fait par un temps de vécu. C'est-à-dire que pour décoder l'information que vous recevez, il vous faut un certain temps de réflexion, de décodage, de la même façon que pour émettre cette information qui vous faut du sens, il vous faut un temps de réflexion. Et que ce soit le décodage, que ce soit la réflexion, on voit à l'œuvre un grand principe, c'est qu'il faut être en conscience. C'est une conscience qui fait ça. On peut aussi le faire, évidemment, de façon inconsciente. Mais à ce moment-là, c'est beaucoup moins efficace, et c'est ce qui se passe, par exemple, quand vous dormez, vous sombrez dans l'inconscience, mais vous continuez à travailler l'ex-formation, à trier toutes les informations que vous avez reçues dans la journée. Et de temps en temps, eh bien, ça se manifeste par une explosion d'exformation. C'est-à-dire que vous avez un rêve, il y a plein de choses qui arrivent, très réelles, parce que ça se passe dans votre tête, bien sûr, mais vous revivez certaines situations pour pouvoir soit encaisser un traumatisme, soit au contraire avoir des idées, chercher des réponses à des questions que vous vous êtes posées la veille en vous couchant. Voilà, donc ça, je trouve ça intéressant, cette notion d'exformation, et surtout, elle se place très bien dans un cadre où on met de la physique quantique, de la thermodynamique, et donc de la théorie de l'information. Alors, voilà un petit peu un schéma qui va résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc la thermodynamique, c'est quoi? Bien, c'est de dire qu'il y a trois états de la matière, solide, liquide et gaz. On a bien sûr l'état d'eau morphogénique, mais cet état est spécifique à l'eau. Donc, on ne va pas le mettre de façon générale, toute matière peut exister sous ces trois états. Ici, on peut avoir des variables. Donc, lorsque vous êtes en thermodynamique, ben, la variable, c'est l'entropie qui augmente quand vous allez du solide au gaz. Lorsque vous êtes en physique quantique, c'est ce qu'on appelle le groupe de symétrie. C'est-à-dire que le groupe de symétrie augmente quand vous allez du solide au gaz. Il y a très peu de symétrie dans un solide, il y en a énormément dans un gaz, parce que dans un gaz, vous pouvez avoir tous les mouvements de translation, de rotation, et que vous pouvez vous translater, vous tourner de n'importe quelle façon. Le système est toujours le même, donc on a bien ce qu'on appelle un groupe de symétrie qui est énorme. Et puis on peut raisonner aussi en théorie de l'information, c'est-à-dire dire que dans le solide, il y a peu d'informations, dans le gaz, il y a énormément d'informations, et que il faut gérer ça. Alors, ça c'est le côté entropie, information. On va trouver dans l'autre dimension ce qu'on appelle la profondeur logique. C'est-à-dire qu'on va transmettre, lorsqu'on va vivre, on va avoir un vécu, on va communiquer avec l'environnement. Et cette communication avec l'environnement, elle va se faire par une partie qu'on appelle l'information, qui est en fait de l'information qui a été compressée et qu'il va falloir décompresser pour l'interpréter, d'où la profondeur logique, c'est-à-dire que vous pouvez être ici ou là, à l'état solide ou à l'état gazeux, avec très peu d'informations. Par exemple, ici, il y a tellement peu d'informations dans un solide qu'il n'y a pas grand-chose à dire, on s'ennuie. Par contre, ici, il y a tellement d'informations dans un gaz que énumérer toute cette information prendra un temps infini, et donc là, on ne peut pas. Donc que vous soyez avec très peu d'informations ou avec beaucoup d'informations, vous êtes dans un état donc, où on peut assimiler à l'état de mort. On ne peut pas vivre dans ces états-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'état liquide qui va se retrouver en association avec ce qu'on appelle les processus vitaux. Et dans l'état liquide, vous voyez, vous augmentez la profondeur logique, c'est-à-dire que
on peut voir le liquide comme étant cet état où il y a de l'information qui est sous forme d'exformation non accessible et aussi de l'information qui fait du sens. Et plus l'information est réduite, et bien plus vous allez avoir une profondeur logique qui est importante. Alors on voit aussi que c'est un petit peu pénible de vivre. Pourquoi? Parce que on doit toujours se situer là sur la pointe. Et tout le monde sait ce qui se passe quand vous êtes sur une pointe. Si vous allez, ne serait-ce qu'à droite ou à gauche, vous dégringolez. Donc ça, c'est un petit peu le particulier des systèmes vivants, c'est qu'on doit se maintenir sur cette pointe, à la frontière du hasard et du chaos. Et ça, on peut le faire pendant 70, 80 ans. Et puis au bout, on n'arrive plus à tenir sur cette pointe, donc on va partir dans la mort, la rigidité, ou au contraire, on va s'évaporer. Après la mort, il y a ce qu'on appelle le dégazage. Les bactéries font leur effet, et après avoir été rigidifiées à l'état solide, on passe à l'état gazeux par l'activité bactérienne de décomposition de notre corps physique. Voilà, donc on voit très bien ici toute la complexité de ce qu'est être un être vivant. Alors, cette information, il faut la manipuler. Donc pour ça, on a des sens, ce qu'on appelle les sens physiques. Et ces sens, il faut, vous les connaissez tous, c'est les sens optiques, acoustiques, tactiles, thermiques, proprioceptifs, olfactifs et gustatifs. C'est la manière dont vous acquérez de l'information depuis votre environnement. Et ici, on l'a mis en relation avec ce qu'on appelle les bandes passantes, c'est-à-dire que toutes ces stimulations, elles prennent un certain temps pour atteindre l'organe qui va gérer tout ça, qui est le cerveau. Et comme vous le voyez, les bandes passantes sont relativement faibles. Le sens qui a la bande passante la plus élevée, c'est la vue, à peu près 10 millions de bits par seconde, mais c'est encore tout petit par rapport aux stimuli, c'est-à-dire à tout ce qui vous arrive de l'environnement, vous ne voyez qu'une toute petite partie, à peu près 1%. Je vous rappelle que quand vous regardez l'environnement, il y a tout ce qui se passe là, de côté, et il faut tourner la tête pour savoir ce qui se passe. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas tout recevoir, même la vue, vous êtes obligé de tourner votre regard pour pouvoir n'acquérir que 1% de l'information que vous recevez, et sachant que ces 89% que vous recevez, ce n'est pas votre œil qui les reçoit, mais c'est tout le corps. C'est-à-dire que vous stockez cette information, mais le regard ne permet d'en prendre qu'une toute petite partie. Après, toute cette information, il faut la compresser pour la passer dans un petit tuyau qu'on appelle la conscience, et la conscience éveillée, c'est-à-dire celle que vous avez là, celle que j'ai en vous parlant, c'est une conscience éveillée. Bon, il y a juste une petite différence, c'est que je ne sais pas ce que je dis. Je suis un canal qui vous amène de l'information, parce que vous voyez bien que je n'ai pas de papier, je parle, je sais même si vous me demandez dans 2 minutes ce que j'ai dit, je serai incapable de vous le dire, parce que je ne fais que relayer quelque chose qui vient de très haut, je fais ce travail, et je fais passer dans 16 bits par seconde quelque chose qui est de 10 plus d'1 milliard ou de 10 milliards de bits par seconde. Donc je défausse énormément de trucs que je ne vous dis pas, mais qui passent par mon langage corporel. Et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de faire ça à distance, c'est beaucoup plus intéressant quand vous avez une personne physique en face de vous. Parce que là, vous pouvez travailler beaucoup plus en profondeur. Voilà, donc on travaille, on doit passer par un petit tuyau de 7 bits par seconde, et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a une action corporelle, c'est-à-dire que tout ce qui est passé là va se traduire par des mouvements du squelette, des mains, le langage les mots que je dis, et puis par la façon dont je bouge mon visage. Tout ça, ça retraduit ce que j'ai reçu d'ici, et puis de là-haut, et c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est pour ça que c'est fatigant, et qu'au bout de 100 ans, vous avez déchargé toute l'information, la défaussé, ça s'appelle la mort, on réinitialise les membranes, et hop, on repart sous forme d'un bébé, et puis le jeu recommence, et puis ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut continuer à jouer à ce petit jeu. Alors, le nombre de 7 bits par seconde, et la bande passante, cette bande passante est critique
on la voit ici, en fait, elle est optimale lorsqu'on est jeune. Lorsqu'on est bébé, il faut apprendre, donc elle n'est pas optimale. Et lorsqu'on vieillit, les structures, on accumule de l'entropie, donc les structures deviennent moins efficaces, on perd de la fonction, donc la bande passante diminue aussi. Pourquoi celle? Eh bien, parce qu'on sait bien ça dans le cinéma ou dans la musique. Si je vous fais entendre un son qui fait donc, où je vous transmets donc plus de 16 impulsions en 1 seconde, vous aurez l'impression que ce son est continu. C'est-à-dire que votre oreille aura l'impression que le son est continu. De la même façon, si je vous envoie un film où je vous fais dépasser 16 images par seconde, vous aurez l'illusion de voir un mouvement. Alors qu'en fait, vous ne voyez que une succession d'images. Et ça, on retrouve la physique quantique, c'est-à-dire que tout va par saut. C'est-à-dire qu'entre deux choses, il n'y a rien, il y a du vide, et que simplement ces sauts se produisent avec des fréquences tellement grandes que nous, on perçoit quelque chose de continu. Je reprends la roue de Marcel Duchamp, elle est sur son tabouret, elle est immobile, je vois qu'il y a du vide, je la fais tourner, ce vide disparaît parce que les rayons se succèdent à une telle vitesse que mon œil a l'impression que c'est quelque chose qui est plein. Voilà, c'est un petit peu l'idée, et ça a une conséquence qui est quand même assez importante à savoir, c'est que le cerveau est un menteur. C'est-à-dire que cette conscience-là, 16 bits, elle est obligée de mentir. Pourquoi? Parce que elle ne peut capter qu'une toute petite partie de l'information, et après, elle va inventer ce qu'il faut pour coller les bouts. Et c'est ça, bon, on a pu le démontrer, par des expériences, sur les expériences de Benjamin Libet en physiologie. Là, on va prendre le récepteur qui est la peau, on va solliciter la peau, et bien on a pu montrer qu'entre le moment où on fait le stimuli et le moment où ça arrive à la conscience, il y a une demi-seconde qui s'écoule. On a mesuré les influx nerveux, tout ça. Et que va faire le cerveau? Eh bien, il va effacer cette demi-seconde. C'est-à-dire que quand je me touche, je n'ai pas l'impression qu'il y a une demi-seconde. Et pourtant, si. Alors, que fait le cerveau? Eh bien, il relocalise dans le passé. C'est-à-dire qu'il refait, une fois qu'il a reçu le truc, il va vous faire croire que vous avez été touché instantanément en moins d'une fraction de seconde. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu en physiologie, que la conscience, celle qui est en connexion avec l'éther, elle fonctionne en retardé, c'est-à-dire que la conscience expérimentée, celle que vous pensez avoir, eh bien, il y a toujours une relocalisation, et donc on reconstruit en permanence la réalité qui nous arrive. Ce qui fait que de temps en temps, on le voit, cette expérience de reconstruction ne marche plus, et à ce moment-là, la personne passe dans un état complètement incohérent, c'est-à-dire que comme il n'y a plus cette reconstruction, elle est sollicitée en permanence par l'information qui arrive, et elle est incapable de gérer toute cette information, donc un comportement très bizarre qu'on assimile en général à des maladies psychiatriques. Dès que cette fonction, cette boucle de rétroaction est perturbée. Alors, ça a aussi une conséquence, c'est que, comme le cerveau ment en permanence, eh bien, il faut toujours se méfier de votre cerveau. Il ment. Donc, ce que vous voyez n'est pas forcément ce que vous pensez, ce qui vous arrive, il y a une relocalisation temporelle. C'est pour ça qu'il est important de bien toujours faire confiance à son corps, qui lui ne peut pas mentir. Alors que le cerveau, la pensée, le mental ment en permanence. Donc, c'est utile de mentir parce qu'on oublie des choses qui sont gênantes et qui nous empêchent de faire. Si on ne les oubliait pas, il y aurait une activité complètement désordonnée et non productrice. Donc c'est important de faire ce mensonge. Mais par contre, des fois, il faut être un petit peu méfiant et le corps peut rectifier le mental en disant non, ça c'est dans ta tête, il y a une réalité qui est plus physique. Et c'est celle-là qu'il faut souvent écouter. Ou alors, il faut utiliser donc une autre façon de communiquer qui se trouve beaucoup plus haut. Et ça, c'est ce qu'on va se voir dans la vidéo qui suit.